Kubo l'armure magique ne se contente pas d'être un sommet de la stop-motion, c'est une déclaration d'amour vibrante au pouvoir du récit. En nous intimant dès l'ouverture de ne pas scier, sous peine de voir le héros périr, le film brise le quatrième mur pour lier notre regard au souffle même de l'histoire. Le génie de Travis Knight réside dans ce sentiment méta permanent. Kubo ne se contente pas de vivre une aventure, il la façonne par son chant. Ses pouvoirs transforment le papier en vie, et par extension, les personnages semblent être des origamis géants. Cette mise en abîme est totale. Kubo raconte son histoire au village et nous regardons Kubo se raconter. En exigeant que l'on ne ferme pas les yeux, le film souligne la fragilité de la mémoire. C'est un rappel que l'animation est par essence une succession d'instants capturés qu'il ne faut pas rater sous peine de perdre le fil du récit. Au-delà de ce récit du cycle des dieux, le deuxième acte, avec ses statues géantes et ses décors de désolation, plonge le spectateur dans une espèce d'au-delà du récit. On a l'impression que les personnages déambulent dans une histoire déjà racontée 1000 fois, prisonniers d'une boucle narrative dont l'issue dépend de nous. Cette dimension rappelle le mythe du Ragnarok, des dieux et des héros condamnés à rejouer leur légende, à vivre et mourir en boucle dans le théâtre de l'éternité. Le film nous rappelle que les mythes sont des organismes vivants qui ont besoin de la parole humaine pour continuer à exister. Sans conteur et sans auditeur, le dieu s'efface. On peut bien sûr parler de la prouesse technique qu'a été le film à son époque, qui fut le projet le plus ambitieux du studio Laika, et vraiment, j'insiste, à son époque, il me semble que ça a été aussi le film le plus long et le plus cher jamais réalisé en stop motion. Une démesure, on pourrait dire presque nécessaire pour atteindre ce niveau de détail, ce squelette géant qui, je crois, est le personnage de stop motion le plus grand jamais conçu par des artisans et par un réalisateur. On retrouve aussi quelque chose dans le découpage, dans l'action et dans la simplicité du trait, quelque chose qui m'a rappelé le cinéma, l'animation de Genndy Tartakovsky, comme dans Samurai Jack ou dans Primal, une espèce de linéarité des formes que je trouve passionnante, que j'avais déjà évoquée chez Brad Bird dans Les Indestructibles, et cette espèce d'obsession de la ligne claire qui pour moi fonctionne très très bien avec le côté estampe. On a l'impression de voir une fresque japonaise qui s'anime sous nos yeux. C'est vraiment magnifique de voir cette espèce de stop motion fusionné à la délicatesse des dessins traditionnels asiatiques. J'ai aussi beaucoup pensé au film de Takahata, avec cette remise en question des mythes, avec cette mélancolie divine et son esthétique de l'éphémère. Dans le film de Takahata, Le Conte de la Princesse Kaguya, on a cette déesse de la lune qui va vivre une vie humaine et qui va devoir apprendre l'humilité pour finalement après repartir vivre parmi les dieux. Là, c'est un peu l'inverse. On a un enfant de Dieu qui va descendre sur terre et ses parents, c'est plutôt son grand-père, va essayer de le récupérer d'une certaine manière parce qu'il considère l'humanité comme néfaste. Les dieux sont au-dessus de tout. J'aime beaucoup comme ça re-questionne cette condition du dieu et du rapport à l'humain. Je pense que Kubo nous enseigne vraiment que nous sommes tous faits d'histoire et que finalement, en refermant le livre, on réalise que l'armure la plus puissante n'est pas faite de métal, mais des souvenirs que l'on accepte de transmettre. Il y a quelque chose sur la transmission que j'ai trouvé vraiment génial dans ce film. Et voilà, je voulais vraiment revenir sur cet aspect-là. Et vraiment, je me pose des questions sur ce côté cyclique du film. Pourquoi cette zone désolée dans la deuxième partie qui apparaît comme ça? On voit des statues géantes qui ressemblent à l'armure d'ailleurs de Kubo, qui sont à moitié enterrées dans le sable. Est-ce que cette histoire a déjà été racontée? Est-ce que Kubo nous raconte quelque chose des personnages prisonniers d'une boucle? Il y a vraiment une mise en abîme sur le récit que je trouve passionnante. Et je trouve que Laika aujourd'hui, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur par rapport aux autres films. D'ailleurs, c'est les seuls à faire vraiment de la bonne stop motion. J'ai très hâte de voir leur prochain Wildwood qui va sortir normalement cette année. Je trouve qu'ils font des thématiques assez sombres, même des fois presque trop sombres. On pense à Coraline qui a traumatisé toute une génération, mais même dans des films qui en apparence sont plus, on va dire, plus familiaux comme Paranormal ou même les Box Trolls, il y a toujours une dimension sur la mort, sur le deuil qui est quand même toujours beaucoup plus intéressante que la plupart des Pixar actuels ou les catastrophiques films Illumination que je déteste par exemple, ou quelques DreamWorks aujourd'hui qui sont sympas comme par exemple Le Chapeauté 2, mais je trouve que Laika est vraiment au-dessus de la masse et pour moi c'est vraiment dommage qu'ils ne fassent pas plus de films, mais en même temps ils prennent vraiment leur temps pour faire de la qualité, hein. Ils n'ont pratiquement rien fait depuis Kubo. Ils ont fait Monsieur Link en 2019, mais là il n'y a rien eu. Ils sont sur un projet, la Wildwood, depuis 10 ans. J'espère que ça va être très très bien, mais c'est pas que techniquement que ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a vraiment des univers très intéressants. Et voilà, cette mise en abîme du récit, moi je l'ai trouvée passionnante.
J'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il n'est pas assez connu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous l'avez aimé à l'époque, si vous l'avez trouvé un peu confus, mais je pense que le film est volontairement confus pour nous perdre dans un récit un peu méta, dans une réflexion un peu sur ce mythe du Ragnarok et sur ces dieux emprisonnés qui racontent une boucle, toujours la même histoire, et qui pour moi sont prisonniers en fait du récit de l'homme. En fait, c'est ça que le film raconte, les dieux et les récits ne dépendent que de l'auditeur ou du chanteur qui veut bien communiquer, qui veut bien faire passer ces récits-là à travers les âges et à travers la parole et les chants. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cet aspect à la fois aussi très papier. On a l'impression que les personnages sont des origamis géants, comme je le disais un peu plus tôt, mais il y a quelque chose de très beau. Et donc voilà, c'est vraiment un film qui pour moi est presque trop sous-coté, qui mérite vraiment d'être revu, qui mérite d'être un peu plus culte. Je pense qu'il est devenu un peu plus culte parce que ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti, donc... mais pour moi il est quand même pas encore assez connu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film, sur encore des surinterprétations, sur les scènes de combat qui sont magnifiques, les deux jumelles qui sont terrifiantes, qui ont dû traumatiser quelques enfants, vraiment sur la qualité de l'animation. Alors je crois qu'il y a un petit peu de numérique quand même, mais la stop motion est vraiment magnifique, sur ce squelette géant qui est exceptionnel. Sur cet hommage aussi au cinéma de Ray Harryhausen, on pense beaucoup à Jason les Argonautes, on pense beaucoup à des films comme ça. Moi j'aime beaucoup ce cinéma-là personnellement, je pense que Travis Knight s'est fait plaisir. D'ailleurs Travis Knight travaillera plus tard sur Bumblebee, un des films de la saga Transformers, qui est peut-être le seul bon film Transformers de la saga, qui a un côté un peu Amblin aussi, un peu E.T., qui était intéressant, qui n'était pas un grand film, mais qui était intéressant. Bon, malheureusement, la Travis Knight, je crois, va travailler sur les maîtres de l'univers. Alors ça fait vraiment pas envie, mais bon, on verra si c'est intéressant. En tout cas, voilà, c'est vraiment un film qui me tenait à cœur. Pour moi, un des meilleurs films d'animation de ces dernières années, en tout cas des années 2010, avec Le Conte de la Princesse Kaguya. Je trouvais ça bien meilleur que par exemple un Spider-Verse qui est ultra célébré, que j'aime beaucoup, mais qui est pour moi trop méta, trop clin d'œil, trop cynique. Là, au Kubo, c'est vraiment une profession de foi, une déclaration d'amour au récit, dans un pur premier degré, vraiment classique, que j'aime beaucoup, même si le film a un côté réflexif et un peu méta. Mais c'est vraiment, voilà, je trouve que Kubo est un peu le dernier, on va dire, mohican d'une certaine manière de faire de l'animation que j'aime beaucoup, et j'espère va continuer avec d'autres films. J'espère que Laika va quand même réussir à faire des succès en salle. Et donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film magnifique. Encore une fois, continuez à aller au cinéma, c'est très important. Parlez des films entre vous, comme je l'ai dit sur Kubo, on va dire de la transmission du récit, c'est très important. Il faut continuer à aller en salle, continuer à discuter des films. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Et à plus!